Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 23 avril 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Ce matin, en compagnie du docteur Fethi Benachnou, nous allons nous intéresser au diabète. Nous nous intéresserons également aux coliques néphrétiques, particulièrement avec le régime alimentaire que nous avons l'habitude d'adopter au mois de Ramadan, un régime très riche en sucre, très riche aussi en gras. Dès le déclenchement de la Révolution, le 1er novembre 1954, elle décide de s'engager dans les rangs du FLN lorsqu'on lui a posé la question jusqu'où êtes-vous prête à travailler pour le FLN? Elle a tout simplement répondu je m'engage totalement. Il s'agit donc de Anis Tener qui nous a quittés avant-hier. Un hommage lui sera consacré ce matin dans notre émission Bonjour d'Algérie. Le 16 avril dernier, donc à l'occasion de la journée nationale donc du savoir, on a eu droit donc à une première donc de Wak Wak. Nous aurons la metteur en scène ce matin Adila Bendimred qui nous parlera donc de cette pièce théâtrale. Nous terminerons l'émission comme à l'accoutumée en compagnie de Kenzan Char. Elle s'intéressera à comment aider les associations durant le mois de Ramadan. Voilà un peu pour le menu de cette matinée. Nous aurons aussi un Skype à partir de Normandie puisqu'il y a une association algérienne justement qui a lancé une campagne de solidarité depuis le mois de Ramadan. Voilà donc pour le menu de ce matin. Mais donc je vous rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture et avant de commencer, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abd. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va Mina? Ça va. Tu es très belle Mina. Merci. Toi Vraiment. aussi. Merci. Il y a quelque chose qui a changé en toi. Ah oui. De toute façon tu es toujours très belle. Bah oui. Mais aujourd'hui, franchement, oui, franchement c'est un pléonasme. Dire que Mina est belle Modestie, est un pléonasme, mais aujourd'hui un peu plus que d'habitude. Ah oui. Oui. Peut-être. Oui. C'est l'effet de Ramadan peut-être. Voilà. Alors, avant de commencer, le jingle de la météo et on se retrouve juste après. Mathias. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Je disais que tu étais très belle. Merci. J'insiste. C'est vrai. J'insiste. Moi aussi j'insiste. Vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Ouais. Tu m'as dépassée. Ouais, je sais. Voilà, je disais tu es très belle. Je suis trop forte. Tu trouves toujours des superlatifs comme ça. Je suis trop forte. Voilà. Tu peux pas lutter. Tu es d'accord, Manel, hein, elle trouve toujours les mots. Ouais. Elle peut pas lutter. Elle peut pas Elle lutter. peut pas lutter. Ouais. Non. Voilà. Bon, je peux pas lutter. Tu hein, peux pas la lutter. peine, hein. C'est C'est pas pas la vrai. peine. C'est pas Non, la peine non, d'entrer c'est dans vrai, une bataille perdue d'avance. Ah ouais. Voilà. Je confirme. Alors Mina, Oui. dernièrement nous avons parlé du temps et tu avais utilisé un qualificatif comme d'habitude. Tu trouves toujours les qualificatifs pour et tu avais dit que c'était le Roma. Oui. Alors aujourd'hui apparemment ça va. Donc hier et aujourd'hui apparemment on va revenir. Une petite Roma. Une petite Une Roma. petite Roma. Ah yeah, ça va. Oh non, ça va. Ah yeah, ça va. Ça va, Mais quand ça même on a eu de la pluie hier. Hein. On Oui, a oui. été gâtés par la Même pluie, un même petit peu si ce c'était un matin. petit peu lourd. Oui, oui. Déjà Beaucoup d'humidité. beaucoup d'humidité. C'est surtout ça. 90% à peu près. Quand même C'est un temps énorme. plutôt voilé, humide. Humide, très 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 Voilà. humide. Mais quand il y a de la pluie, quand même, ça atténue un petit peu les. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, tu nous as dit une petite Roma, tu vas nous Une donner un petite peu plus Roma. de détails? Oui. Vu que tu es très belle aujourd'hui et Avec magnifique. plaisir, bien Voilà. sûr. Allez, on y va. Merci beaucoup, bonjour à tous, excellent réveil. Effectivement, un temps un peu plus tôt, bon moment en cette Voilà. début de matinée, c'est juste pour toi. Merci. Avec un taux d'humidité Généreuse en plus. très, un taux d'humidité assez élevé. Le taux d'humidité atteindra et risque même parfois de dépasser les 90% sur les régions côtières. Le temps va s'améliorer progressivement à partir de cet après-midi sur l'ouest et le centre, avec
avec réapparition du soleil, un ciel nuageux vers la partie est avec des pluies tout au long de la journée, des vents assez forts jusqu'à 50 km/h. Vers la partie ouest sur les régions sahariennes, un ciel voilé. Sur le nord Sahara, les oasis, l'extrême sud, le Hogar et le Tassili, avec parfois quelques orages isolés, du soleil bien sûr sur le Sahara central ou encore la Saoura. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 20 degrés à Alger, 23 degrés du côté d'Oran, 25 à Tlemcen, 27 degrés à Tiaret, 21 à Tizi Ouzou. On notera 20 degrés à Batna Constantine, 32 degrés à Ghardaïa, 33 à Béchar, 41 degrés à Drar et Salah et enfin 42 degrés à Bouadjouadji Mokhtar et à N'Gazzam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer agitée au centre et à l'est du pays, très agitée sur la partie ouest avec des vents entre 10 et 20 km/h vers la partie est, entre 30 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 30 et 60 km/h vers la partie ouest. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Effectivement, un petit tourment. Une petite rouma. Donc j'imagine que d'ici demain, on Une aura rouma matinale. une roman matinale. Une roman Voilà, matinale. l'après-midi. Tant mieux, de toute façon, hein, ça coïncide avec le week-end. Au moins, on pourra avoir un week-end plutôt ensoleillé. Oui, oui, mais ça risque de revenir encore demain. D'accord, ça risque quand Ça même, risque c'est de- pas stable. De toute c'est pas façon, stable. on est au mois d'avril, hein, donc est au mois le d'avril, mois d'avril, c'est connu, on hein. n'enlève aucun fil. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Mina. Merci, Donc, Dol. on te retrouvera tout à l'heure, juste après le journal télévisé du midi, encore une fois après 19h. 19h. Et demain, Et demain. tu seras plus belle qu'aujourd'hui. Bien sûr. Comment? Mais comment? Merci beaucoup, Mina. Allez, à demain et bonne journée. Merci. À toi, on continue. Pause musicale, comme à l'accoutumée. Ce sera en compagnie de Omar Zahila. On se retrouve juste après.
صباح الخير. Sabah al-Nour. On Ça va, y- vous allez bien? On enlève le masque malgré, mais c'est pas, il y a pas, il y a une aération, c'est bon. Non, il y a une aération Ouais. au studio, mais quand même, vigilance, vigilance, vigilance encore. Il faut pas ceux qui ont, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de Avant l'avoir de l'avoir tué. tué, effectivement. On a écouté des dialogues, des propos qui disent ça y est, c'est rien, c'est surtout cette histoire d'immunité collective. On l'obtient pas comme ça, elle tombe pas du ciel et je comprends pas pourquoi on donne. Il faut rester dans les données scientifiques validées. Universelle. C'est ça qui est important. L'immunité collective, on l'obtient après avoir vacciné 60 à 70% de la population. Et l'Algérie a une grande, sincèrement, le système de santé a une grande expérience dont on peut être fier. La vaccination en Algérie, j'ai eu la chance de côtoyer, de vivre ça. On a l'habitude, c'est pas quelque chose. Voilà, mais en attendant donc de vacciner les 60 à 70% de la population, vigilance encore une fois. Il faut s'armer parce qu'il y a eu quand même un grand relâchement de la part de la population. C'est tout ce qu'on a. Mais attention, il faut relancer les conseils. Populaires. Moi, je vois des spots à la télé, mais ils sont trop froids. On est de tradition orale, il faut parler aux gens, il ne faut pas lâcher comme ça. Il faut parler aux gens, leur expliquer le pourquoi, dans des trucs très simples. Effectivement. On essaye de le faire. On essaie de le faire, effectivement. Mais sinon, aujourd'hui, on va aller toujours dans le registre de la sensibilisation, mais un autre registre, parce que le mois de Ramadan, donc, c'est le mois des excès par excellence, particulièrement dans le régime alimentaire. Et donc, pour ceux qui ont des maladies chroniques, donc ça se complique généralement au lieu de profiter du mois, donc pour réguler le système. Voilà. Mais il faut connaître. Tout ça, c'est de la physiologie, c'est-à-dire comment fonctionne notre corps et qu'est-ce qui peut le perturber. Comment il fonctionne, physiologie, et qu'est-ce qui peut le perturber. Et quand il est perturbé, physiopathologie, c'est la base. Surtout Ramadan, Ramadan, moi je vois qu'on parle de cuisine, tout ça, bon, c'est la tradition. Mais il y a une chose, c'est un bouleversement pour le corps humain, dans le sens où, une chose extrêmement importante, qui lie le diabète, l'HTA et les coliques néphrétiques, les calculs rénaux. Il faut connaître le rein. Le rein, c'est comme la station de dessalement d'eau de mer de l'Hamma. Immense, c'est comme ça. Ouais. Eh bien, nous, on a une station, non pas de dessalement, de traitement des liquides, et surtout du sang. Elle traite le sang, parce que le sang, c'est là où se déverse beaucoup de toxines, tout ça. Il faut que ça passe par le rein. Tenez-vous bien, il filtre 5 litres de sang par 24 heures. Regardez ces deux petits morceaux comme ça qui sont terribles. Et c'est important pour produire l'urine qui est le déchet de ce qui a été filtré, de ce qui a été de façon globale. Mais une chose est importante, il y a, attention, les urines, c'est pas comme ça. Il y a un certain volume physiologique, naturel. Il faut uriner à peu près 1 litre d'eau par 24 heures, c'est tout ça. Mais là, il faut arroser le rein. Comment on l'arrose? Il faut boire. Il faut boire énormément. Alors là, je vais vous arrêter par rapport à ça. Donc, boire. Alors, pour boire, donc, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de conseils par rapport à comment boire, combien boire. Alors, il y en a ceux qui disent qu'il faut boire 2 litres, il y en a ceux qui disent 3, il y en a ceux qui disent qu'il faut juste boire ce dont on a besoin. Alors, finalement, il faut boire combien? Il ne faut pas boire ce dont on a besoin, il faut boire selon les besoins du corps humain. Pas ce que mouiller ses lèvres, j'ai pas soif, j'ai pas... Parce qu'on a aussi une très mauvaise habitude, docteur, et d'ailleurs vous en avez parlé à plusieurs reprises, on boit lorsque nous avons soif. Non, il y a des besoins. Vous êtes obligé, que ce soit en hiver ou en été, et surtout si vous avez des dépenses, il faut minimum, ça c'est une règle, 2 litres d'eau par jour. Minimum. Vous, moi, toutes les personnes qui sont normales, c'est-à-dire physiologiquement. À n'importe quel âge? À n'importe quel âge. Mais le lait de la maman, quand elle allait, il est extrêmement important, il est constitué d'eau. Vous voyez, le lait de la maman est très dilué, il y a beaucoup d'eau. Là, il faut boire minimum 2 litres d'eau chez une personne physiologiquement normale et en fonction du boulot.
Deuxièmement, par exemple, un diabétique, il est dans une situation autre, dans une pathologie. Il faut minimum qu'il boive 4 litres d'eau parce que son rein est brûlé, entre guillemets, par le sucre. Ça, c'est important. Deuxièmement, Fermdan, à chaque fois, on le dit, on consomme beaucoup de viande, surtout les viandes roses, surtout les viandes d'agneau, le relmé, comme on dit, et il y a une production d'acide urique, on a parlé de la goutte. Et là, il faut diminuer, et l'acide urique. Par exemple, les calculs, et toujours je dis merci pour la régie. Le système rénal, il débute des reins et vous avez ensuite les canaux qui permettent d'évacuer l'urine, parce que lui, il filtre et il va vers la vessie où il y a le méa urinaire et on expulse les urines. À tous les niveaux de ce système, on peut avoir des calculs rénaux répartis à différents niveaux. On peut regarder dans le rein comment il y a les différents calculs. Ensuite, on peut avoir au niveau de la vessie. Donc, vous voyez que ce système-là, où il risque, c'est comme un lavabo. Il risque d'être obstrué. Il faut au contraire que ça, parce que si ça bloque, on a ce qu'on appelle là, c'est ce qu'on appelle la douleur d'un calcul rénal, ce qu'on appelle la colique néphrétique. Et j'en parle parce que j'en ai connu une il y a des années. Et pourtant, votre hygiène de vie, elle est pratiquement irréprochable. Moi, je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup... Je ne sais pas pourquoi. Je commençais mes études à l'université. Je m'étais déplacé de chez moi, où j'ai l'habitude. J'ai été chez ma soeur, habité à Alger, tout ça. Un matin, à 5 h du matin, terrible. Mais il y avait mon beau-frère Lahmou qui me disait on va à l'hôpital. Je dis non, ça va jouer. Mais à un moment, c'est terrible. Je ne la souhaite à personne. La douleur de la colique néphrétique, c'est terrible. Et je n'en ai plus entendu parler. Ça, c'est important. Calcul néphrétique. Là, pour éviter ça, il faut boire. C'est très important. Pourquoi? Vous voyez les différents calculs, c'est des pierres. Hein. Ça vient, je crois, du latin calculus. C'est quand même assez gros. Hein. C'est terrible. Et c'est une pierre. Et ça, c'est par accumulation. Parce que vous ne buvez pas bien. Si vous ne buvez pas, vous nettoyez pas votre rein. Vous n'expulsez pas ces petites poudres. Là, c'est important. Mais ce qui est grave, c'est les calculs rénaux peuvent tuer le rein. C'est-à-dire que le rein peut perdre sa fonction. À ce moment-là, vous êtes dans l'insuffisance rénale, qui est extrêmement... Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. On parle de transfert d'organes. Transfert d'organes. Pour le moment, ça c'est mon avis, je crois qu'il ne faut pas trop compter sur ça. Il faut beaucoup plus compter comment préserver le rein. Et faire de l'éducation sanitaire et leur expliquer aux gens comment préserver le rein dans notre vie quotidienne. Par exemple, boire beaucoup d'eau, faire attention sur la composition de l'eau du robinet qui peut être calcaire. Ça, c'est important. Il y a ce qu'on appelle... Il vaut mieux passer à l'eau minérale. À l'eau minérale, l'eau dure. Et on souhaiterait, depuis des années, moi je le souhaite, qu'on publie on a des eaux minérales, alhamdoulilah, il y a des bouteilles de différentes marques. Mais je crois qu'il faut apporter une amélioration, mettre sur l'étiquette de pub, où il y a le nom de la boisson, riche en sel, en sodium, riche en calcaire, riche en trucs. Pour cela, c'est ce qui se fait à l'étranger. Hein, c'est pas apporter plus d'informations à l'eau que l'on vend, l'eau minérale que l'on vend, dire bonne pour les hypertendus ou toutes ces histoires-là. Parce que si ils ajouter du calcaire à une eau, alors que les gens chez nous, ils disent l'eau... Entre nous, la meilleure eau, c'est l'eau du robinet, lorsqu'elle répond à des critères. Et j'aimerais que ça soit fait en Algérie. Il y a beaucoup d'efforts qui se font. Mais on peut prendre des eaux minérales, mais apporter une information supplémentaire quant à destiner. Ou ça, à l'étranger, on dit même pour les biberons des bébés et toutes ces choses-là. Là, vous cassez quand même quelque part un stéréotype, docteur, lorsque vous dites que l'eau du robinet est meilleure que l'eau minérale, parce qu'on a toujours tendance à
penser que l'eau minérale, l'eau de source, est meilleure que l'eau du robinet. Et je crois qu'on ne fait pas assez d'informations. Moi, je ne parle pas de publicité. On ne fait pas assez d'informations. Il y a un grand effort qui est fait pour la gestion de l'eau en Algérie, les différentes... on peut les citer, le CA, tous ces éléments-là, mais il faut être très, très strict. Parce qu'il y a une idée en tête, l'eau est javelisée, oui. Non, là, on utilise des produits chimiques, on utilise dans la nature les engrais, on utilise, et l'eau, elle va partout. Je crois qu'il faut apporter un peu plus d'informations et en direction de la population pour leur confirmer que cette eau du robinet est meilleure, d'ailleurs dans les pays du monde entier. Paris boit l'eau de la Seine. L'eau de la Seine, mais elle est filtrée, elle est traitée. Voilà, ça c'est important. Tout ça pour éviter quoi? Pour éviter une catastrophe qui, hélas, se développe en Algérie, c'est l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, on ne fait pas assez. Moi, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas parler de transplantation d'organes. Parce que c'est vrai, quand un rein meurt, il faut le... Mais ça coince, ça ne marche pas du fait de culture. On ne donne pas son rein, sauf pour un proche de la famille. Mais par contre, ce qu'il faut faire, un très grand effort dans la prévention pourquoi? Le rein, il fonctionne à 100%. La station de dessalement, elle fonctionne à 100%. Mais le rein, il fonctionne à 100% également, il filtre, il est parfait, on boit de l'eau, tout ça. Mais la situation se dégrade progressivement. On peut évaluer médicalement parlant 100%, 80%. Premièrement, il y a un suivi. Mais quand ça arrive dans sa fonction, il n'assure sa fonction qu'à 30%, à ce moment-là, on passe dans l'insuffisance rénale. On ne va pas attendre qu'il soit à 0, ça c'est à 30%, c'est là. Donc, on peut suivre la dégradation, le chemin vers l'insuffisance rénale, qui est quelque chose de terrible, hein, vers l'insuffisance rénale, par un suivi, une prévention, et je reviens, une éducation sanitaire au niveau des structures de santé de ces insuffisances rénales HTA. Parce qu'en Algérie, les plus gros fournisseurs, je ne dis pas fournisseurs, destructeurs, du système rénal, c'est l'hypertension artérielle et le sucre. Là, ce sont des éléments que l'on peut contrôler, que le patient peut contrôler. On peut même remonter plus loin si on évite le diabète, si on se met à suivre le pré-diabète dans notre système de santé sur le terrain. Le pré-diabète, on évitera le diabète et on évitera l'insuffisance rénale. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. C'est une chaîne. Et Ramadan, comme on a commencé, pourquoi il y a des calculs? Ça augmente parce qu'on ne boit pas d'eau. C'est justement la question que j'allais vous poser. Les 2 litres, comment on va faire pour les boire? Donc c'est entre le ftor et le suhour. Au lieu de prendre une bouteille de soda et des jus. Oh là là, je suis content. Vous êtes une bonne élève. Vous avez suivi une bonne élève qui apprend bien, mais qui applique très mal, docteur. Ça, c'est... Et là, par exemple, il y en a qui ne supportent pas l'odeur, le goût de l'eau. Il faut mettre du citron. Ça va augmenter les bienfaits pour le citron, la menthe aussi. Ça peut donner un bon goût. Un bon goût, et puis tout on ça. profitera, ce sera un 2 en 1. Hein, au lieu, regardez, si on fait le volume entre les publicités commerciales pour boire ceci, toutes ces cochonneries, moi je le dis, et par rapport à la publicité sur l'importance de l'eau, la nécessité de boire, et tous les éléments-là, je crois. Un truc que m'a posé lorsque il y a de l'eau plate et l'eau gazeuse, quand vous prenez 5 verres d'eau plate, il faut prendre un verre d'eau gazeuse. Là, réellement gazeuse, mais chez gazeuse. L'eau gazeuse naturelle. L'eau gazeuse naturelle. Et c'est là où il y a une confusion. Moi, j'aime pas qu'on dise les boissons gazeuses. Non, on dit des sodas, des boissons sucrées, pour faire la différence entre l'eau gazeuse et on a de merveilleux eaux
on a de merveilleuses eaux gazeuses en Algérie. Donc 5 pour 1. 5 pour 1. Et là, Merci beaucoup, docteur. je suis en train de résumer. Merci beaucoup, docteur, encore une fois, pour ces conseils. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, Inch'Allah, sans pour problème. une autre thématique. Ok, Inch'Allah. sans Merci problème. beaucoup, docteur. Inch'Allah. Sahar Mdanik, encore une fois. Et Aussi, bonne Amna semaine. Maqboul, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. On vous propose cette petite balade à travers ces images et on se retrouve juste après. Et voilà, donc de retour sur le plateau. Je vous le disais, ce matin, elle nous a quitté avant-hier, la rahma wa saliha. Hier, c'était son enterrement. Il s'agit de Anis Tener, hommage à cette grande militante donc, de la révolution algérienne en compagnie du chercheur en histoire, M. Mohamed Rebah. Bonjour. Bonjour. Sahar Mdanek. Et merci surtout d'avoir été, d'être parmi nous ce matin. Merci, c'est moi qui vous remercie parce que je voulais absolument rendre hommage à Anis Tener que j'ai connu. Bon, je l'ai connu depuis pas très longtemps, mais je l'ai bien connu. Effectivement, alors depuis pas très longtemps, mais son parcours, par contre, est bien connu. Oui. Il est bien lourd, bien riche Oui. en événements et surtout en militantisme en faveur de la cause algérienne. Oui. Elle est entrée dans le combat, elle a participé au combat pour une Algérie libre et fraternelle. Quand on lui demande quelles sont les raisons de son engagement, elle dit « J'étais écœurée par les injustices du colonialisme ». Donc elle a condamné le colonialisme. Le colonialisme écrasait des vies humaines, broyait des vies humaines. Et elle a aussi lutté contre le racisme. Parce que la nature du colonialisme, c'est le racisme. Il faut bien elle en parler. Et la société coloniale s'est établie sur la haine raciale. L'Algérie coloniale il y avait deux communautés. Une communauté, on l'appelait des vainqueurs, ceux qui ont gagné la lutte contre l'émir Abdelkader, contre la résistance. Ils se sont imposés par la violence, et les opprimés, les indigènes. Et elle a choisi. Elle a choisi de lutter aux côtés des opprimés. Et justement, pour sa lutte, elle a été enterrée hier au niveau du cimetière de l'Alia, dans le carré des chrétiens. Un hommage lui a été rendu à travers un reportage, justement, parce que notre collègue s'est déplacé hier. Il a eu ses témoignages. Je vous laisse voir cet hommage et on se retrouve juste après.
Les youyous et les chants patriotiques ont retenti ce jeudi lors des obsèques de Annie Fiorio Steiner. Ses amis, ses compagnons d'armes ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Une militante de la glorieuse guerre de libération, native de Hadjout, elle s'est toujours considérée comme algérienne. Son adhésion à la lutte armée était totale. À la question jusqu'où elle était prête à travailler pour le Front de libération nationale, elle a répondu « Je m'engage totalement ». Elle devient ainsi agent de liaison du FLN, transportant des lettres et des couffins. Je suis très reconnaissante à Annie parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur des problèmes que je ne pouvais pas appréhender. Je venais d'arriver à l'université et elle avait déjà une expérience de la vie sociale, elle avait une expérience professionnelle en tant qu'avocate stagiaire et je la considère comme mon mentor à l'époque. Je l'ai toujours considérée comme mon mentor. Elle était française, mais elle était parmi ceux qui se considéraient comme algériens à part entière. Elle s'était toujours opposée à la politique coloniale de l'armée française, à l'encontre du peuple algérien. Arrêtée en octobre 1956, elle est condamnée en mars 1957 à 5 ans de réclusion pour aide au FLN. Elle est libérée en 1961. À l'indépendance de l'Algérie, en l'absence de sa mère et de sa famille, elle opte pour la nationalité algérienne. Il fallait reconstruire le pays. Et c'était l'Algérie est devenue un immense chantier. Annie a fait partie de ces gens qui ont reconstruit l'Algérie. La guerre a été collective, menée par le peuple de façon anonyme, disait Annie Steiner. Elle qui a préféré vivre dans la discrétion, refusant les hommages et les honneurs. Voilà, donc de retour sur le plateau, c'était un hommage qui lui a été rendu donc, à Annie Steiner par notre collègue Adel Bouhames et on est toujours en compagnie de M. Mohamed Erbah. Donc on disait pendant qu'on regardait l'hommage qui lui a été rendu, M. Erbah, que française qu'elle est. Donc c'est quand même très courageux de la part de ces Français qui ont choisi donc, la voie, on va dire, de la justice, la voie donc, vraiment de la justice. Hein. C'est quand même une décision très courageuse de la part de ces personnes. Oui, c'est une Française née en Algérie. Française parce qu'il faut expliquer la société coloniale comme elle était. Il y avait des Français, des citoyens français, et il y avait les indigènes qui n'étaient pas citoyens français, qui étaient considérés comme seconde zone, qui étaient écrasés particulièrement à l'intérieur du pays. Et en tant que Française née en Algérie, elle a intégré la nation algérienne dans le combat. Elle est algérienne par son combat. Il y a des mots, il y a des termes. Il faut faire attention. Il ne faut pas dire, à mon sens, elle a aidé. Elle était dans le combat. Comme auprès des opprimés, aux côtés des opprimés. Elle était algérienne par sa participation au combat pour l'indépendance, pour la dignité de la nation algérienne. Elle ne faisait plus partie de la nation française, bien que administrativement, elle était française. Donc, et justement, M. Erbah, elle a vite répondu à l'appel de la FLN, juste après, justement, au lendemain de la Révolution, dans l'un de ses témoignages. D'ailleurs, elle raconte que lorsqu'elle a entendu ou lorsqu'elle a su pour l'appel de la FLN, elle a applaudi justement cet appel et très vite après, donc, elle a rejoint les rangs de la FLN. Mais elle était déjà, lorsqu'elle était étudiante, à l'université d'Alger, elle a fait des études en droit, et donc elle était de droit plutôt, pardon, et donc elle était juriste. Et elle faisait partie de l'Association générale des étudiants
algérois qui était dominé par les étudiants européens, mais ce qui animait, à un moment, c'était des progressistes. Et elle dirigeait la revue, le journal de l'AGEA, et elle faisait passer des articles contre le racisme. Donc c'est loin déjà. Ce n'est pas le 1er novembre qu'elle a pris conscience. Elle avait déjà pris conscience. C'est une femme de culture et de conviction. Et bon, bien qu'elle n'ait pas fait partie qu'elle n'était pas adhérente à un parti politique, ni à une association, mais elle fréquentait à l'université le milieu, ce qu'on appelle, j'utilise le terme de l'époque, progressiste, humaniste. Et elle assistait aux conférences données par André Mandouze et par le comité des intellectuels progressistes. Elle était, si on peut utiliser le terme politique, elle était de gauche. Elle était consciente, elle le disait. Elle est née, s'il faut le dire, elle est née à Marengo, à Hajot actuellement. Marengo, c'est une région où dominaient les colons. Et les ouvriers agricoles étaient opprimés, exploités. On disait, ils travaillaient des étoiles aux étoiles pour un maigre salaire. Donc, elle a senti dans ce milieu l'injustice. Et elle le dit, c'est contre l'injustice. Elle était elle avait l'idéal de justice sociale. Et elle le dit, elle ne fréquentait pas les musulmans. À l'école primaire dans les années 30, les filles algériennes n'avaient pas accès à l'école. Il n'y avait à l'école primaire que les filles de colons, là où elle était, alors qu'elle est née dans une famille de fonctionnaires. Son père était directeur d'hôpital, ensuite est devenu directeur de Sidi Blabès, donc elle s'est déplacée à Sidi Blabès, sa mère institutrice. Et elle a fait ses études secondaires à Blida. Et elle le dit avec fierté, j'étais au collège colonial qui est fréquenté, parce que le collège de jeunes filles était occupé par l'armée et ils avaient ouvert une section jeunes filles au collège de garçons colonial. Et elle dit avec fierté, c'est un collège où il y avait Abban Ramban, Ben Youssef Ben Khadda, dans les mémoires qu'elle a laissées. Alors justement, en parlant de mémoire, et là nous vous proposons de voir un extrait du documentaire Barberousse mes sœurs, là où on voit justement les témoignages de certaines moudjahidettes justement qui ont cru en la cause algérienne, qui ont tout donné pour la cause algérienne, dont justement Anis Tener, pour celles qui nous ont quittés, celles qui sont toujours en vie. Donc je vous laisse voir cet extrait, on se retrouve juste après. Chantant, on a tout compris que c'était le 1er novembre qui commençait. Et on a manifesté, on a donc embranché notre 1er novembre là-dessus. Mais la prison a craqué, la prison a croulé. À la suite de ça, bien entendu, il y a eu une répression. Les 1er novembre suivants n'ont pas été les mêmes parce que la répression s'est abattue sur la prison, surtout sur les hommes. Le directeur de Barberousse est d'abord descendu au quartier des femmes pour se donner un peu de courage. Il est descendu au quartier des femmes et il nous a dit qu'est-ce que c'est que ça, les hommes chantent en haut, les femmes chantent en bas, qu'est-ce que c'est? Alors il y a une sœur qui ne manquait pas d'humour qui lui a dit une prison gay, monsieur le directeur. Le 1er novembre 1956 a été manifesté de façon grandiose pour une prison. La prison a croulé, la prison a craqué. Elle a craqué sous les applaudissements de milliers de mains. Ça a craqué. Par la suite, les 1er novembre étaient différents. Ils ont chacun eu, et c'est en cela qu'une prison est vivante, ou du moins que les détenues politiques sont vivantes, car à chaque fois, elles ont adapté leur 1er novembre au contexte.
1er novembre a été peut-être des fois plus restreint, mais pas plus intense. Je me souviens qu'à Pau, on avait tout minuté. Il y avait un protocole, mais il était différent. Par exemple, c'est la plus jeune, Bahia, ici, qui portait le drapeau. On avait notre protocole, et on a rajouté à Pau une chose, je ne sais pas si tu t'en souviens, on a rajouté une chose parce que comme il y avait des gardiennes qui avaient peut-être été dans la résistance, après les slogans français en arabe, Anachid, on a rajouté les premières lignes de « Ami, entends-tu ce vol noir du corbeau sur nos plaines? Ami, entends-tu ce cri sourd du pays qu'on enchaîne ?» Et ça, c'était un message pour bien leur faire comprendre. Ce ne sont pas des félagas, ce sont des résistants comme vous, des révolutionnaires comme vous. Une prison gay, nous dit-elle, oui. Comme quoi la cause, vraiment, elle était très profonde. Et il fallait être, à l'époque, très doué d'un courage extraordinaire pour ces Françaises nées en Algérie, juives ou chrétiennes, et elles n'étaient pas nombreuses. Elles n'étaient pas nombreuses par rapport au nombre de Français d'Algérie. Et s'engager, et elle pouvait être au banc de sa famille. Sa famille n'était pas d'accord, bien que n'étant pas des colons, n'étaient pas d'accord pour la lutte pour l'indépendance, quoi. Et ils se considéraient comme Français, comme faisant partie de la nation française. Et il faut citer quelques noms de femmes courageuses comme elle. Et elle se souvient d'elle. On n'en parle pas beaucoup. Reynette Raffini, dont le mari a rejoint le maquis des Aurès avec Georges Collillon, Roland Siméon, André Martinez, et il est mort dans des conditions terribles qui sont racontées dans des livres. C'était des luttes à l'époque tribales, et il est tombé dans... Et Reynette Raffini. Eliette Lou aussi. Et d'autres encore, et nous devons leur rendre hommage, et nous devons faire en sorte que leur nom ne soit pas oublié. D'autant plus que ce sont, il faut dire, des militants très modestes. Ils parlent très modestement de leur engagement pour la cause algérienne, dont Anis Steiner, justement. Elle dit, moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, et à côté d'autres. Elle parle de Raymond Péchard. Raymond Péchard, qui a rejoint le maquis de la Wilaya 3 et qui est tombé au champ d'honneur le 26 novembre 1957. Et elle était... on en a parlé parce que j'ai fait une recherche sur le parcours de Raymond Péchard. Et donc, elle m'avait demandé de lui donner des éléments d'information. Et on avait parlé d'elle. Et là, c'était à l'occasion aussi, elle voulait parler d'elle lors d'une conférence qu'elle a donnée à Sétif. Toutes ces Françaises nées en Algérie sont algériennes parce qu'elles ont intégré la nation algérienne, encore une fois, je répète, dans le combat. Donc ce serait injuste de dire, elles ont aidé. Elles ont aidé la cause algérienne. La cause algérienne, c'est l'indépendance, c'est le terme, il faut le citer. Elles ont lutté pour l'indépendance, pour la dignité de la nation algérienne, pour que ça soit clair, pas aider. C'est injuste. Voilà. Effectivement. Alors justement, aujourd'hui, on leur rend hommage à tous ces Européens qui ont cru à l'indépendance de l'Algérie, qui ont lutté pour l'indépendance. Qui ont lutté et qui étaient au cœur du combat pour une Algérie libre et fraternelle. Et si elles avaient été nombreuses, il y avait eu de nombreux Henri Maillot,
Maurice Audin, Fernand Yveton, dont elle parle dans son livre, et bien peut-être que la guerre n'aurait pas été longue parce que le colonialisme s'est appuyé sur la communauté pied-noir et il a développé le racisme, et c'est comme ça que s'il y avait eu de nombreux... Mais on leur rend hommage pour leur courage. Effectivement, et justement là nous avons un livre qui a été rédigé, donc écrit par Hafeda Amayer sur justement le parcours le parcours d'Annie Steiner. Voilà. C'est une interview. Voilà, et donc aujourd'hui, on rend hommage à tous ces Européens qui ont lutté pour l'indépendance de l'Algérie et qui aujourd'hui se retrouvent, pour beaucoup d'entre eux, seuls, pourquoi pas, des auxiliaires de vie pour les accompagner. Donc à la fin de leur vie, d'autant plus que ce sont des personnes qui ont tout donné pour l'indépendance de l'Algérie. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup pour ce bel hommage que vous avez rendu non seulement à Annie Steiner, mais à tous ceux qui ont lutté pour la cause algérienne, pour l'indépendance de l'Algérie. Pour l'indépendance de l'Algérie. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle, Monsieur Elbah, vous êtes chercheur en histoire. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin et encore Sahar Mdanek. Voilà, et on continue notre programme. Cette fois-ci, donc, nous allons du côté de Marseille, puisque vous le savez, la communauté algérienne est très solidaire, particulièrement en Siawachel, comme on dit, en ce mois de Ramadan. Donc là, ça va être un reportage de Afaf Belouchet qui nous transmet justement cette solidarité de la communauté algérienne à Marseille. On se retrouve juste après. Tels des abeilles dans une ruche, ces bénévoles de tout âge s'activent sans répit. Ça coupe, épulche, mélange, tout y font mijoter, libérant ainsi des arômes qui nous transportent dans les cuisines de nos mères. Et c'est Fadila qui veille à tout orchestrer d'une main de chef. Tous les jours, on pense au début. On vient à 8 heures, on prépare le menu pour aujourd'hui. Après, on prépare le menu pour demain. S'il manque quelque chose, il y a des gens bénévoles qui font les courses. Ces personnes-là, elles sont bénévoles, elles viennent travailler, fils abilillah bien sûr, parce qu'elles savent que l'importance de Ramadan a sa baraka. Ramadan, c'est particulier, subhanallah. On ne pourrait peut-être pas faire ce qu'on est en train de faire en dehors de Ramadan. En effet, le menu est adapté à la maïda algérienne du mois béni et c'est sa chaleur et son esprit de partage que ces bénévoles tentent de transmettre aux plus démunis au-delà d'un simple repas chaud. Ce que vous voyez là, c'est c'est une cohésion de groupe, c'est une cohésion de plusieurs structures d'habitants qui ont rejoint ce lieu-là. Ici, c'est le cœur nucléaire qui permet, de donner de l'entraide, de la solidarité et de l'humanité. Des équipes organisées en groupes de dizaines à trentaines selon les tâches à accomplir, collecte de dons, cuisine, courses, livraison. Ils assurent des kits alimentaires pour l'ensemble du secteur nord de Marseille, soit 25% de la population de la ville. Un secteur qui concentre les plus grandes poches de pauvreté que la crise sanitaire a accentuées. On partait sur 20, 50, 80, 100 repas et ça augmente de jour en jour. Hier, on était sur plus de 236, pardon. Aujourd'hui, on est sur 500 et ça augmente tous les jours. On est passé de la précarité à la pauvreté. La crise sanitaire a provoqué une crise humanitaire ici en France. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres de l'INSEE. Il y avait 9 millions de personnes pauvres. Et là, depuis un an, maintenant, on a dépassé le seuil des 10 millions. Ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes qui n'étaient pas dans la pauvreté, plutôt dans la précarité, qui sont tombées dans la pauvreté. Et le but, c'est de leur venir en aide. Et l'aide arrive dans les camions de Mohamed et Mourad qui assurent les livraisons point fixe et maraudes. On livre directement à l'association Rebondir 13, qui est située au 12 rue du Mouton, dans le 15e, en face du marché aux puces. Et après, les paniers qui nous restent, on fait une tournée dans les environs, via des foyers, des associations éventuellement, des gens directement dans la rue et des livraisons directement aussi aux familles. Le reste est distribué à des foyers d'accueil. Il y en a une vingtaine ou trentaine qui n'ont pas eu leur repas, donc ils sont partis bredouille. Donc le moindre chose que j'avais que des baguettes que j'ai données et ça m'a pas fait plaisir, j'étais ému et j'étais pas bien, même chez moi j'étais pas bien. Un désarroi face à la misère que ce collectif combat au quotidien et compte sur les donateurs pour soutenir cet élan du cœur. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tout
vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. C'était donc un reportage de Afaf Belhouchet qui nous a transmis l'ambiance donc au niveau de Marseille, de la communauté algérienne, de la solidarité. On va encore parler de solidarité et surtout du travail colossal que les associations, les collectifs font sur terrain. Ce sera en compagnie de Kenza Nchar. Bonjour Kenza. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alhamdulillah. Oui. Alhamdulillah. Alors, bien entendu, la solidarité de façon algérienne, c'est tout au long de l'année. Exactement. Alors, au moment de crise, on l'a vu durant le Covid, alors ce sont des génies que nous avons vu naître. Exactement. Et au mois de Ramadan, c'est un autre génie, solidarité. Et c'est ce que tu vas nous en parler ce matin. Exactement, tout à fait. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Monsieur Nordine Ben Brahim. Bonjour. Monsieur Nordine Ben Brahim, un leader de la société civile depuis très très longtemps, j'aimerais dire même une école. Qui a été dans l'école de vie, le scoutisme, mais aussi aujourd'hui va nous parler de l'association Adwa Rights dont il est président, qui existe depuis 2014, mais officiellement depuis 2012, qui est là. Donc il va nous donner un petit peu un aperçu. Bonjour et merci pour votre aimable invitation. Je suis très content d'être parmi vous pour en parler justement et faire un plaidoyer pour la société civile. Et j'espère qu'on aura, Inch'Allah, à travers un brainstorming, une bonne discussion sur ce que fait Adwa Rights et on en parlera également de la société civile. D'ailleurs, aujourd'hui même, on va même avoir l'exclusivité sur l'un des projets de l'association Adwa Rights. Donc, pour commencer, quel est l'objectif Qu'est-ce que Adwa Rights, l'association Adwa Rights, quel est l'objectif de votre association? En réalité, l'association Adwa Rights a commencé son premier travail en 2004, bien avant qu'elle soit enregistrée. Nous avons travaillé sur des questions liées un peu au dialogue, à l'échange, même un dialogue qui touche notre nation, notre pays. Avec l'Afrique du Sud, on a fait un projet avec l'Allemagne, des débats sur le comment et la construction de la paix dans ces pays qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, le mur de Berlin, et quel est le travail sociétal en dehors du travail gouvernemental qui a été fait pour justement consolider ces pays. On a pris le modèle européen par l'Allemagne et on a pris le modèle sud-africain, apartheid, et après pour voir un peu comment que les gens ont pu retourner vers la paix, vers la solidarité, vers le normal dans leur société. Et également l'Algérie, parce qu'en 2004, on était juste à peine, on venait juste de sortir de la crise des années 90, la tragédie des déficits que les Algériens ont connus. Et puis depuis ce temps-là, nous avons quand même passé à notre travail, depuis l'enregistrement de l'association en 2012, nous avons lancé un grand travail sur la création d'un observatoire algérien de la société civile pour l'observation des élections. Ce n'est pas uniquement de se focaliser sur le jour du scrutin, mais un peu de se connecter à la culture démocratique. Comment que les gens, les jeunes, les femmes, les institutions, la société, comment elles perçoivent ce comportement électoral et démocratique par rapport à les questions. Que signifie qu'entendez-vous par la démocratie? La démocratie, elle est très connue. C'est un terme utilisé depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui. Mais pour nous, aujourd'hui, pour le synthétiser, c'est comment développer un comportement citoyen de participation qui reflète vos droits. Les droits politiques, les droits sociaux, les droits économiques, et quel est le canal de pratiquer ces droits et de faire également le monitoring de ces droits, parce qu'il y a toute une structuration liée tout d'abord aux valeurs et aux principes de l'humanité, Déclaration universelle des droits de l'homme, les cultures des différents pays, leur histoire, leurs valeurs, leurs sacrifices, leurs révolutions, la liberté, et là je souligne sur la liberté, c'est très important de préserver la liberté. Que nous, alhamdoulilah, les Algériens, la couronne de tout Algérien et Algérienne, c'est la liberté, c'est notre indépendance. Les martyrs de l'Algérie, les chouhada ta'na, les harrou al-blad. Alors, tous ces concepts et ces valeurs et ces acquis, on doit les préserver par un nouveau comportement et un nouveau mode de gouvernance. Et la démocratie, elle a tout un mode d'emploi. Vous avez les élections, vous avez les institutions, vous avez la liberté d'organisation des partis et des associations qui composent justement cette interactivité de pratiques démocratiques dans chaque pays par rapport des batteries de lois, de législation, etc. et des méthodes et des pratiques et des modèles également de démocratie. Alors la société civile aujourd'hui est un segment très important justement de réaliser
à travers ce que on en a parlé tout à l'heure dans les coulisses avec certaines personnes très aimables qu'on a rencontrées, de culture et d'histoire, de préserver justement la démocratie à travers la base de la liberté dans toutes ces dynamiques de gouvernance. Et que fait Adwa Right donc à travers il y a 3 projets que vous avez entrepris, un 4e bientôt, mais on aura même l'exclusivité d'un 3e projet. Quels sont les projets actuellement de Adwa Right voilà, pour mener à bien tous ces objectifs? L'observatoire dont j'ai cité tout à l'heure, ce n'est pas une finalité d'arrêter le travail à travers l'annonce des résultats des élections. Non. Dans les démocraties actuellement, c'est le suivi, c'est le monitoring de ce que la démocratie a produit en matière de responsabilité sociale, de responsabilité par rapport aux élus qui existent. Comment que la société civile aujourd'hui s'organise justement pour faire le monitoring, le suivi de toutes ces chaînes politiques, économiques et sociales dans la société, et qui prend des différentes formes de gouvernance, de lutte contre la corruption, de signalement, etc. Alors, nous avons créé l'Observatoire, et nous avons formé autour de 887 observateurs, et on a même participé à l'observation électorale au Mali, en Égypte, en Tunisie, en Inde, aux États-Unis. Donc tout ça, ça nous a donné quand même un background d'expertise sur l'observation des élections. Mais un autre projet actuellement, d'ailleurs, il représente un très bon pont de travail avec l'association Nasl Khair, que je salue, avec son équipe qui sont en train de faire un grand travail en profondeur, de solidarité. C'est l'aide et l'assistance aux réfugiés qui sont en Algérie. Actuellement, on distribue des repas chaque jour. Parce que les valeurs des Algériens, c'est vrai qu'on a une entraide pour toucher toutes les couches vulnérables et toute personne en besoin. Mais également, n'oubliez pas les invités qui sont sur notre sol, sur le sol de notre pays. Et on a des équipes de jeunes que chaque jour à 18h, et avec le partenariat avec Nasl Khair qui fournit des repas chauds, ils se déplacent pour couvrir et donner, et rentrer de la chaleur et de la joie aux enfants, aux femmes réfugiés en Algérie. Très bien. Et puis aussi, vous êtes aussi dans un petit peu, vous avez parlé de société civile, vous en tant qu'association, mais vous faites aussi un travail d'accompagnement du citoyen dans différents domaines à travers justement un projet qu'on a d'ailleurs l'exclusivité de l'annoncer aujourd'hui, c'est votre plateforme. À travers mes différents contacts au niveau international et l'expertise dont j'ai encadré certains forums en Jordanie, dans pas mal de pays à travers le monde, aujourd'hui le monde change d'une manière très rapide et avec une grande vitesse. Alors nous avons, avec toute cette expertise, fourni une approche d'avoir le contact citoyen direct, sans intermédiaire, sans système classique qui existait auparavant, de faire rencontrer les gens dans des salles et d'en discuter, de faire amener des experts dans des différents domaines. Aujourd'hui, il faut qu'on balance vers cette phase numérique. Donc nous allons créer, Inch'Allah, et je l'annonce aujourd'hui à Canal Algérie, une plateforme numérique qui s'appelle Safina. Safina, c'est un boat, c'est un bateau. Safina Tech, qui a 6 grands portails. Un sur le e-learning qui donne des cours en direct au profit des jeunes, des acteurs de la société civile. Un portail sur le consulting avec des experts en finance, en entrepreneurship, entre 7 à 15 experts que vous pouvez consulter là où vous êtes. Vous envoyez votre question et puis vous avez une réponse soit en live, soit une fois que l'expert rentre à la maison d'une manière bénévole, il va vous donner des réponses. Et puis chaque semaine également avec des experts. Sur quel domaine exactement généralement c'est l'associative. D'accord. D'une manière globale, mais ça se focalise autour de 2 grands axes, les jeunes et les femmes. D'accord. Parce que comment qu'à travers l'élément de la jeunesse et des femmes, on va réaliser cette intégration par rapport aux questions économiques, par rapport aux défis qui menacent nos jeunes, et quel est ce background de construire un modèle de vie dans notre pays. Quand je dis un modèle de vie par rapport aux jeunes, qui font maintenant aujourd'hui des comparaisons de modèles de vie à travers l'Europe, les États-Unis, un peu partout. Et c'est pour cette raison qu'on va construire également un autre portail dans Safina Tech qui va parler des best practices, donc les bonnes pratiques. C'est-à-dire parfois les bonnes pratiques dans le monde, ça colle avec des grands stars connus dans le domaine du football ou dans le domaine de la science, mais ils sont un peu loin par rapport à notre réalité. Comment qu'on puisse, à travers nos réalités,
avec les noms du quartier qu'on connaît et des gens qui ont fait des parcours, qui ont étudié, qui ont réussi dans la vie. C'est très important de faire cette connexion entre le modèle pour donner au moins un rêve qui peut se réaliser pour les jeunes et de ne pas alimenter le désespoir. Effectivement, quand on a un jeune leader dans notre quartier qui a fait justement un très beau projet et qui a réussi, généralement on a tendance à un petit peu s'identifier. C'est plus facile de s'identifier à quelqu'un qui fait partie de notre communauté que de quelqu'un qui vit en dehors de l'Algérie ou autre. Donc pour un petit peu... Et donc vous avez dit qu'il y a carrément 7 portails. Donc alors comment est-ce que le citoyen, enfin le téléspectateur qui nous regarde, comment est-ce qu'il peut interagir avec cette plateforme? Ça sera pour quand? J'ai donné l'exclusivité en matière de titres de Safinatech, mais écoutez, quand j'ai avec des jeunes également qui m'ont un peu étonné par rapport à leur capacité de créativité, sont vraiment, c'est des bijoux. Surtout après la crise on est toujours en crise du Covid, les jeunes, ils ont carrément innové dans pour répondre à leurs besoins, que ce soit leurs propres besoins, pour apprendre, pour créer leur propre projet et construire leur propre projet, ou encore pour aider la communauté. J'avais ce besoin en matière d'idées, en matière de vision, en matière de perspective, mais je n'avais pas les outils techniques. Parfois, les outils techniques, on les cherchait ailleurs. Parce que le montage des plateformes numériques, on ne le maîtrisait pas auparavant. C'est une difficulté technique. Mais quand j'ai rencontré ces jeunes qui sont à Babzouar, ils ont une petite entreprise et je leur ai confié un peu l'idée et tout. Donc on en a parlé sur le montage financier, sur le comment, les délais. Bon, ils m'ont étonné avec leur capacité de savoir d'une manière professionnelle. Donc on a confié ce projet à ces jeunes qui a été validé par le Bureau national de Adouraït. Ça fait même pas 2 semaines. Et le projet prendra 6 mois de montage parce qu'il va tout d'abord aller vers la version Facebook, pour avoir ce public large. En Algérie, on utilise beaucoup le Facebook. Et en parallèle, ça sera un montage directement de Safinatech sur le numérique. Et en ces 2 temps, je pense que 2 mois à peu près, si ce n'est pas 3 mois, on va lancer le premier produit de Safinatech, Inch'Allah. Très bien, Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Alors justement, pour un petit peu revenir à l'associative, et actuellement, entre association et société civile, actuellement, on en parle beaucoup. Quelle est la différence actuellement entre une association et la société civile? L'association ou le mouvement associatif est intégré dans la société civile. Et ce n'est pas le contraire. La société civile, le mouvement associatif, c'est une forme citoyenne d'organisation par rapport des doléances des citoyens ou de leurs revendications, de leurs sujets thématiques, et qui s'organise à travers un groupe de personnes d'une manière libre et indépendante pour justement faire le plaidoyer. C'est pour cette raison qu'à travers les axes de travail de la société civile dans le monde, on dit le premier axe, c'est un contrepoids politique pour faire le plaidoyer de défendre les questions des citoyens, les femmes, les personnes vulnérables, les jeunes, l'environnement, toutes ces questions. Et puis après, on va enchaîner avec autre chose, surtout dans les pays du Sud, c'est la participation. La participation à travers l'élaboration de projets et avoir l'accès au financement d'une manière indépendante, bien sûr, sans avoir un cahier de charge de dire vous faites ceci, ne faites pas cela. Non, c'est un cahier de charge basé sur un projet. Et c'est pour cette raison que vous allez trouver la diversité beaucoup plus large dans la société civile et également dans le mouvement associatif. La différence, c'est parfois l'enregistrement des associations. Mais dans la société civile, vous allez trouver par exemple quelqu'un qui gère un blog, c'est ça? Oui, un blog. Un blogueur. Qui est société civile, les organisations professionnelles. Effectivement, les jeunes actuellement s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, tous ces acteurs composent la société civile, qui est dans un grand canal de ne pas arriver à la gouvernance, de ne pas arriver à la gouvernance à travers les élections. Elle est là comme une sorte de représentation citoyenne de faire le plaidoyer par rapport à la gouvernance en matière de besoins politiques, sociaux et économiques. Donc c'est ça qui crée un peu, si vous voulez, cette attraction et ce dynamisme d'avoir ce contrôle citoyen aujourd'hui qui se compose par des millions d'Algériens, mais ils s'organisent à travers des gens, je ne dirais pas beaucoup plus professionnels, mais engagés, justement à défendre leurs droits dans un climat de paix, de dialogue. Et bien sûr, aujourd'hui, il faut des outils professionnels. Production d'outils, production de rapports, élaboration et animation des forums, pour arriver justement à ce produit du civisme et de promotion de la vie démocratique. Très bien. Eh ben, écoutez, on vous souhaite en tout cas tout le succès
pour cette belle association. Et puis, par rapport à tout ce qu'elle fait entre ces différents plaidoyers. Et puis, justement, pour ceux qui veulent vous contacter, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter vous êtes sur quel réseau Facebook, Adwa Right. Adwa Right. Directement, vous allez avoir l'accès. Et en mail, Adwa Right, ADW2A, RIGHTS. .@siaron.fr. Excellent, excellent. Voilà, on est au bananier actuellement et Inch'Allah, on fera un bon travail. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, on n'en doute pas. Par rapport à la plateforme, donc ça sera lancé à partir de quand? Elle est en phase de chantier, parce que les plateformes numériques, vous ne pouvez pas réellement dire que vous avez un rendez-vous juste pour la lancer. Nous avons donné 6 mois aux constructeurs pour leur donner un peu le temps de connaître et s'adapter avec l'éthique de l'association et également le besoin, parce qu'on va la mettre ouverte. Il n'y aura pas de frontières, donc elle sera une plateforme ouverte pour tout le monde, le territoire algérien et même à toute personne. Et là, il faut aller vers l'utilisation de d'autres langues, donc français, anglais, espagnol, parce que c'est important d'avoir cette connexion par rapport l'accessibilité de la plateforme, l'information de la plateforme et la connexion des gens qui sont dans la plateforme. Inch'Allah, on le voit bien en tout cas que le mouvement associatif peut être réellement créateur de richesse pour le pays. En tout cas, on vous souhaite tout le succès, Inch'Allah. Merci d'avoir été. Merci à vous et bonne continuation. Voilà, comme tu le dis si bien, Kenza, les gens qui participent au mouvement associatif sont de très bons managers. Exact. Voilà. Merci beaucoup, Kenza, encore une fois. Monsieur Nordine Benbrahma, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous ce matin, encore une fois, pour faire la promotion de tout ce que le mouvement associatif, la société civile, d'une manière générale, fait. Merci beaucoup encore une fois. Nous allons rester dans le domaine associatif, dans le domaine de la société civile, de la solidarité. Nous allons partir du côté de la Normandie, puisque nous avons par Skype Monsieur Bahdi. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour, marhaba bik. J'espère que vous m'entendez aussi. On vous entend très bien. Par contre, on ne vous voit pas. Ah bon? Et on vous pourtant, entend très bien. Pourtant, moi, je me vois bien dans la caméra. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. D'accord, alors c'est pas grave, peut-être que ça va se régler dans un petit moment, mais Monsieur Bahdi, donc là, vous êtes parmi nous en direct de Normandie, vous êtes parmi nous par Skype et vous êtes le président du collectif des associations de Normandie. Il faut dire que depuis le mois de Ramadan, vous avez élaboré plusieurs actions donc en solidarité. Alors parlez-nous un petit peu de tout ce que vous avez fait jusque-là. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette initiative, de nous avoir donné la parole au sein du Canal Algérie, sachant que l'Algérie nous manque beaucoup. Depuis 1 an et demi que les frontières sont fermées. Oui. Cette initiative que nous faisons toujours, malheureusement, cette année, avec la pandémie, c'est un autre contexte. Nous avons l'habitude, le mois de Ramadan, d'avoir beaucoup dans les mosquées, dans les associations, d'organiser des rencontres, d'organiser des repas tous les soirs. Et cette année, avec la pandémie, donc avec le collectif d'associations franco-algériennes de Normandie, et la mosquée Via, soutenue par la mosquée de Paris et soutenue par les mosquées de Rouen, enfin de la mosquée de Rouen et puis la mosquée de Gaillon. Donc, je tiens à remercier ici Madame la consul de Pontoise qui nous a permis d'avoir accès aux locaux des anciens consulats de Rouen qui sont fermés depuis 30 ans. C'est des locaux qui sont vides, qui sont fermés. Elle a pris l'audace et le courage de nous attribuer pour cet événement. Donc, on a commencé depuis le premier jour du Ramadan. Et d'ailleurs, on l'a fait même l'année dernière. On a fait l'année dernière en proposant des repas et des paniers alimentaires sur place. Mais cette année, donc, comme on avait les locaux qui sont pas loin, donc situés en plein centre-ville de Rouen, et donc on faisait des repas sur place et les étudiants viennent récupérer. Donc, nous faisons pratiquement jusqu'à 300 repas par jour. Grâce à la mobilisation des bénévoles, bien sûr, on a une quatorzaine de femmes qui travaillent tous les jours de 8h du matin jusqu'à 18h à préparer, et puis d'autres bénévoles que vous voyez sur la vidéo. Monsieur Bahdi, ce sont les mêmes femmes qui travaillent tous les jours en votre compagnie? Tous les jours, c'est les mêmes femmes qui travaillent, qui viennent le matin, qui sont mobilisées. Et puis nous avons des étudiantes aussi qui viennent l'après-midi pour la distribution, pour donner coup de main. Voilà. Donc nous avons bien sûr le soutien de la Grande Mosquée de Paris, que je tiens à remercier aussi. Et puis nous avons aussi des personnes, des particuliers qui nous ramènent les courses et les donneries tous les jours. Comme vous voyez, faire manger 300 personnes par jour, c'est pas simple, c'est pas facile.
que ce soit dans les conditions physiques humaines, ou que ce soit dans justement d'avoir tout ce qui est nécessaire pour préparer le manger et préparer des bons repas consistants pour les étudiants. Et croyez-moi, les étudiants étrangers certainement et surtout souffrent beaucoup parce que d'un côté, c'est que c'est la pandémie, donc ils sortent pas. Ils ne peuvent pas trouver des petits boulots comme d'habitude. Habituellement, ils travaillent un petit peu donc, dans les restaurants, dans d'autres divers boulots pour justement avoir un peu d'argent. Mais malheureusement, avec la pandémie depuis l'année dernière, ils ne sortent pas, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc, le seul lien qu'ils ont à l'extérieur, c'est des associations. Et donc, on les abandonne pas. On remercie tous les acteurs, y compris vous, par le biais de Canal Algérie, que vous êtes intéressés à nous pour ce qu'on fait et pour ces étudiants. Vraiment, c'est un cri d'alarme pour les étudiants algériens qui sont dans les cités universitaires et qui ont besoin de nous, qui ont besoin de tout le monde pour les accompagner, les encourager, les soutenir. C'est une période très, très dure. Je sais que c'est une pandémie. Qui dit pandémie dit catastrophe humaine et les nôtres souffrent beaucoup. Donc, nous espérons, comme on l'a fait avant depuis l'année dernière, nous on continue même après le Ramadan. Inch'Allah. Donc si tout va bien, on continue même après le Ramadan à les soutenir et être aux côtés des étudiants grâce à la mobilisation de tout le monde et grâce aux donateurs qui nous soutiennent aussi. Voilà, effectivement. Alors, on rappelle toujours que la solidarité de la communauté algérienne, ce n'est pas seulement le mois de Ramadan, mais c'est tout au long de l'année. Donc, nous, on vous dit bravo pour tout ce que vous faites, bonne continuation et surtout beaucoup de succès pour tout ce que vous faites. Donc, vous étiez parmi nous. Espérons vous revoir d'ici une quinzaine de jours et puis nous implorons Allah qu'il accepte notre jeûne. Et puis, je vous remercie pour cette intervention. Et puis, la prochaine fois, ça sera mieux avec l'image. Inch'Allah, oui. De toute façon, nous avons de très belles images qui défilent pendant que vous parlez sur toutes les activités, les actions que vous menez sur terrain en compagnie de tous ces bénévoles. Voilà, c'est l'action sur le terrain. Oui. Voilà, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, donc, M. Bahdi. Par le biais de Canal Algérie, je passe un message pour tous les habitants de la Normandie de venir nous voir, de venir nous rendre visite et de nous soutenir, que ce soit par un geste, que ce soit par des dons alimentaires, financiers, tout ce qui vient, et penser justement à la fin du Ramadan pour la Zakat al-Fitr pour les étudiants. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup, M. Bahdi. Vous êtes le président du collectif des associations de Normandie. Vous étiez en direct par Skype avec nous, justement, à partir de Normandie. Merci beaucoup à vous. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé de militantisme historique. Nous avons aussi parlé du militantisme aussi en termes de solidarité, de société civile. À présent, nous allons parler d'un autre militantisme, sur un autre volet, plutôt militantisme culturel. Cette fois-ci, ce sera en compagnie de Adila Bendimrad. Bonjour Adila. Bonjour. Alors, Adila, habituellement, quand on reçoit des invités, on les vous voit. Oui, mais là, non. Mais là, ça va être... Non. Déjà, j'ai envie de te faire un grand bisou, parce que, voilà, bon, pour ceux qui ne savent pas, on est amis d'enfance. Nous sommes des amis d'enfance. Je suis très contente de te voir, mais on ne peut pas s'embrasser à cause du Covid. Effectivement. Voilà. Adila, je suis très heureuse de te recevoir ce matin. Moi aussi. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu et voilà qu'on se voit sur un plateau de télé. Voilà, en direct. Sachant que lorsque nous étions toutes petites, on chantait ensemble, on dansait ensemble, on faisait des chorégraphies ensemble et on jouait aussi à la journaliste et à l'invité. Et oui, voilà que ça se concrétise ce matin. Et ben voilà. Ça se concrétise ce matin. Et on a même fait un peu de sport ensemble. Effectivement, voilà. Nous avons même voyagé ensemble. Oui. Nous avons fait quand même beaucoup de choses. Et voilà, quand même, un petit quelque chose qui se concrétise, la journaliste et l'invité et la militante en culture. Oui. Alors, Adila, le week-end passé, donc 16 et 17 avril, tu nous avais enchanté avec une très belle pièce théâtrale. Il y a eu quand même un engouement assez intéressant de la part des spectateurs, on va dire, des amoureux du théâtre, puisqu'il y a eu la première de Wak Wak. Oui, il y a eu la première de Wak Wak à Alger. On avait joué à Oran au Théâtre de la Fourmi. Et c'était une première particulière, parce que c'est une première algéroise où on avait pu mettre en place le décor. Et c'est un décor assez magique, où on avait envie de faire rêver les gens, de leur faire du bien et nous aussi de nous faire du bien. Voilà. Et alors, parle-nous un petit peu de cette reprise, surtout, parce que Adila, on ne t'a pas vu depuis quand même
un bon petit bouton, un grand bouton. Je ne sais pas comment je vais qualifier cela. 6 années quand même d'absence. Oui, ça fait 6 ans que je ne suis plus au théâtre, en tout cas pas en tant que comédienne, mais j'ai continué à mettre en scène pour le théâtre de rue jusqu'en 2019, un peu 2020. Mais c'est vrai que j'avais plus envie de monter sur scène à cause du cinéma qui me prenait beaucoup de temps, vu que je produis, j'écris au cinéma et que les projets de cinéma sont toujours plus lourds, plus difficiles à monter. Donc le cinéma m'a un peu éloignée. Et là, grâce au Covid, grâce au Covid, j'ai eu ce besoin de me dégourdir les jambes, de remonter sur scène d'où un spectacle très énergique. Parce que c'est contre l'enfermement, d'où un spectacle très physique contre la sclérose un peu. Voilà. Alors justement, on va voir l'affiche dans un petit moment, mais sinon parle-nous un petit peu du texte. Maintenant, ça y est, il n'y a plus rien à cacher par rapport au texte. Parce que c'est vrai que lorsqu'on ne joue pas encore, on a envie un petit peu de garder tout ça en surprise. Mais là... Alors je dirais que c'est un spectacle de texte et de corps, parce que le corps a une partie très importante dans le spectacle, vu qu'on danse. On fait même des arts martiaux, on fait de la cascade... c'est vraiment un théâtre d'action, un peu comme serait un film d'action. J'y tenais beaucoup, parce que je trouve que ça donne envie aux gens de se dépasser. Nous, ça nous fait bouger, eux, ça leur donne envie de se bouger. Et au niveau du texte, c'est une adaptation assez libre de Sindibad al-Bahri et de Sindibad et de Hassan al-Basri. Voilà. Sauf que Sindibad, c'est une femme. Voilà, donc l'inspiration vient de là. C'est une femme parce que j'avais envie. Voilà, je trouvais ça dommage. Sortir du cadre, tout simplement. Oui, non, mais je trouve ça dommage. De toute façon, ça te ressemble à Adila. Depuis qu'on était toute petite, tu es toujours quelqu'un qui sort du cadre. Alors, vraiment, ça ne nous étonne pas. Enfin, pour ceux qui te connaissent, comme moi, bien sûr. Non, j'ai trouvé ça intéressant parce que je trouvais que j'avais pas suffisamment la possibilité sur scène de montrer et d'exprimer mon amour du combat, des arts martiaux, ou mon amour de la danse ou de l'aventure. Et je suis un peu casse-cou, j'aime beaucoup les rôles de pirate, de voyageur, de marin. Et je me suis dit, mais jusqu'à quand? Et en fait, j'ai dit, maintenant, voilà, on va faire en sorte que ce Sindibad, ça va être une femme. C'est aussi pas quelque chose que j'ai inventé, puisque dans les Mille et une nuits, et dans la vie d'ailleurs, dans l'histoire de l'Algérie aussi, on a des femmes qui se sont déguisées en hommes pour pouvoir voyager. Je pense à Alella Zeynep, voilà, et je pense aussi à Isabelle Eberhardt, voilà, qui pour pouvoir aspirer à l'aventure et à dépasser les limites ont été obligées de se déguiser en hommes dans une société d'hommes. Voilà, donc dans les Mille et une nuits, il y a Boudour et Zomorrod qui se déguisent en hommes, et je trouvais ce travestissement très intéressant. Et voilà. Que tu avais adopté justement, ou adapté à cette pièce théâtrale. Ce qui était intéressant aussi, Adila, dans on va dire dans ce spectacle, c'est qu'il y avait une invitation ouverte aux enfants. Oui, ça aussi, c'est un travail que j'essaie de faire depuis longtemps. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes études de lettres et de philo, j'avais un super professeur qui travaillait sur la littérature de jeunesse. Et il militait pour qu'on arrête de donner aux enfants des œuvres d'art, entre guillemets, qui sont trop didactiques. Parce que, pour les enfants, c'est l'école qui leur apprend des choses. Mais quand on arrive à l'art, il faut que les enfants aient des sensations artistiques aussi. Et puis, les vieux contes, il y a la peur, il y a la joie, il y a tous les enjeux humains. Beaucoup d'émotions, effectivement. Voilà, les enjeux humains, c'est important de les faire sentir aux enfants parce que c'est ce qui les attend à l'avenir, et les enfants en sont naturellement et complètement capables. Et j'aime beaucoup que ce soit intergénérationnel, qu'on puisse aller en famille, c'est très important parce que on est à une époque un peu difficile et on a besoin de se réunir, de se réconforter, de se faire du bien, et c'était vraiment le but du spectacle. Et surtout, je peux pas imaginer aujourd'hui que... En fait, je crois plutôt aux enfants maintenant. C'est pas que je crois plus aux adultes. Je crois en l'enfant qui est dans chaque adulte, mais je crois beaucoup aux enfants parce que c'est vraiment eux l'avenir, et je conçois pas vraiment de faire du théâtre maintenant loin d'eux. C'est surtout aussi, après 10 années de théâtre de rue, ça m'a beaucoup bouleversée, ça m'a changée, parce que c'est les enfants
qui ont le plus accueilli et qui ont été le plus connectés à nous pendant les spectacles de rue. Voilà. Mais sinon, Adila, donc on avait parlé de cette absence de 6 ans, mais avant 6 ans, donc avant cette absence, tu avais fait beaucoup de scènes aussi. Parle-nous un petit peu de ce parcours. De scènes, de spectacles, de danse. Oui, alors oui, il y a eu une absence en Algérie du théâtre. Et j'avais pas très envie de monter sur scène pour dire des mots et parler et dire des dialogues. J'ai quand même dansé il y a 2 ans en France avec la chorégraphe Christelle François dans un spectacle très particulier et très physique aussi qui s'appelait La Meute. C'était un peu l'histoire de 5 femmes louves. Voilà, ça a évoqué le monde un peu sauvage. Et pour la scène, oui, je crois que avant, ça a été les spectacles les plus marquants, ça a été pour moi ma collaboration avec Tim Supple, le metteur en scène anglais avec qui j'ai pu voyager, jouer en 3 langues, jouer en français, en anglais, en arabe. On a joué à Toronto, à Édimbourg, on devait jouer à Chicago. Et ça, c'était vraiment très riche. Et voilà. Il y a eu le Théâtre National aussi, où j'ai joué avec Ahmed Lagoun, Nabil Asli dans son texte. Non, mais il y a eu ce changement, dû, je pense, vraiment au cinéma et au théâtre de rue. Et je pense aussi que dans Wak Wak, je renoue avec le théâtre de rue, mais je viens avec quelque chose de nouveau, c'est le cinéma, puisque j'ai Friel Gasmi Siacham et Jean-Marc Myrté. Donc Friel s'occupe de la déco et elle est directrice artistique sur mon prochain film, La Dernière Reine. Et Jean-Marc Myrté a fait les costumes. Donc je les ai ramenés au théâtre avec moi et c'est ce que j'ai ramené du cinéma. Très bien. Voilà. Voilà. Mais sinon, je le disais tout à l'heure, Adila, tu es une grande militante de la culture. Oui. Et justement, ce combat pour la culture a eu quelque part ses fruits, puisque à Oran, nous avons une première, en fait, une première du genre, une initiative, un théâtre privé, La Fourmi. Oui. Donc, tu pourras nous en dire plus. Alors, il y a eu des initiatives de théâtre indépendant à Aucas, je crois, en Kabylie. Moi, tu te souviens à l'époque, le théâtre du printemps. Oui. C'était un théâtre éphémère. C'était Riyad El Fath. C'était Riyad El Fath, oui, absolument. C'était un théâtre éphémère. Il y a eu, d'ailleurs, c'est le prochain spectacle que je suis en train d'écrire, Zahia, la troupe Zahia, qui en 1926 avait voulu faire son théâtre indépendant, le théâtre des musulmans, on appelait ça. Et je pense qu'il y a toujours eu des tentatives, des volontés d'être indépendant. Bon, alors oui, moi je milite aussi pour que les théâtres régionaux et les théâtres nationaux, ce que l'État algérien a, ce que le pays possède, se développent et explosent et fassent un travail beaucoup plus efficace. C'est pas assez efficace, ça devrait être beaucoup mieux rempli, beaucoup plus dynamique. Ça, c'est un vrai combat, il faut le réclamer, l'exiger, parce que c'est une chance qu'on a d'avoir tous ces théâtres. Et le théâtre de la Fourmi... Excuse-moi Adila, là nous avons une belle photo d'ailleurs de théâtre de rue, on te voit quelque part. Oui, je suis à genoux derrière mes comédiens. Ben voilà. Voilà, et c'était à Messonnier, c'était la toute première représentation qu'on avait faite de théâtre de rue, et c'était... la pièce de théâtre L'Esclave. Et le petit garçon qui tient un ballon. Si on peut revenir à la photo. Voilà, le petit garçon qui tient un ballon, c'était les enfants jouaient au foot. Et quand on a commencé à jouer, ils ont petit à petit abandonné leur match et sont venus voir le spectacle. C'était inoubliable. Il n'y a pas plus fort en souvenir que le théâtre de rue. On a fait aussi donc Alger, on a fait plusieurs quartiers. On a fait El Bayad, Oran, Ain Sefra, Djilfa. Voilà, on partait, on jouait. Toujours un engouement de la part donc, des habitants, de la part des amoureux du théâtre, de l'art. C'est plus que ça, il se passe quelque chose d'unique, de très puissant, qui fait que d'un coup la rue s'arrête, que d'un coup les gens ont faim, ils nous regardent. Et ils sont avec nous, et quand on part, on leur laisse un manque, ce qui est un peu triste, mais ils sont presque heureux et tristes en même temps à nous dire « revenez ». Et c'est là où on comprend qu'il nous suffit de très peu et de choses très simples pour que la culture puisse vraiment être partout et accessible à tous
parce qu'ils y ont tous le droit. Et que nous, quand on fait notre art, quand on fait notre théâtre, c'est pour eux. C'est justement l'objectif pour lequel tu milites, Adila. Il faut le dire, vraiment propager cette culture de théâtre. Donc pour revenir encore une fois au théâtre La Fourmi. Donc, oui, le théâtre La Fourmi, donc c'est un théâtre qui a été lancé par Monsieur Haffen et Mourad Snoussi et toute une équipe. C'est juste, je pense que Monsieur Haffen, c'est un homme qui avait envie, qui avait aussi le souci, la peur. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ont la peur de se dire que comment on va continuer à vivre sans culture, mais il faut la développer. Et donc il a investi comme ça sur un théâtre pour la joie, pour la culture, pour le bien collectif. Et pour ça, il est à saluer. Et j'espère que ce genre d'initiatives seront repris. Voilà, un peu partout. On en a besoin. On en a vraiment besoin. Alors ce projet, il a été accueilli comment ? Le projet de La Fourmi. Ah, avec grande joie, applaudissements, enfin je veux dire, hurrah, là c'est tout bénef pour tout le monde, voilà. Oui, c'est un acquis, c'est vraiment, on est très contents et il faut que ça se multiplie, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que quand on a un espace de théâtre, c'est aussi un espace de vie, c'est un espace qui fait rayonner la culture, mais c'est économiquement intéressant. Effectivement. Voilà, ça fait travailler des gens et ça fait vivre des lieux. Ça fait vivre aussi les cafés et restaurants autour, parce que les gens... et ça nourrit les esprits. Oui, absolument. Oui. Mais sinon, Adila, tu vas donner aussi rendez-vous ce soir et demain aux amoureux du théâtre. À 21h15. Donc maintenant que le couvre-feu est à minuit, donc tranquille. Parce que le public, quand il venait, il fallait repartir très vite. Alors ils applaudissaient à la porte, ils nous faisaient comme ça. Voilà, donc là, ça va être tranquille. On pourra même vous rencontrer après le spectacle. Je sais qu'on a envie de se rencontrer. Donc venez à 21h15 demain et après-demain. Ce soir, Ibn Zaïdoun. Demain et après-demain. Ah, pardon. C'est ce soir et demain. Ce soir et demain. Voilà, donc ce sera ça sera à 21h15 à Ibn Zaïdoun. À Ibn Zaïdoun, donc au niveau de Riyad el-Fath. Avant de se quitter, Adila, des projets ? Oui, un projet un peu lourd, ambitieux. Donc le prochain film, La Dernière Reine. On attend un peu que la situation s'améliore, puisqu'on a beaucoup de... C'est un casting international, donc voilà, c'est Alger au XVIe siècle. Donc elle était dynamique et internationale. Et donc forcément, on a des comédiens qui parlent plusieurs langues, comme Alger à l'époque. On a une finlandaise, un corse. Et un investissement colossal sur le plan décor, sur le plan costume. Oui. D'ailleurs, c'est comme je disais, c'est la même équipe que pour Wak Wak. Donc voilà. Oui, envie de voyage pour les prochaines années. Très bien. Voilà, pour les quelques siècles avant. Oui, finalement. Voilà. Dans le temps. Ce sera un retour vers le passé, finalement. Merci beaucoup, Adila, d'avoir été parmi nous ce matin. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci. Donc, on rappelle que tu donnes rendez-vous aux amoureux du théâtre ce soir et demain à partir de 21h15 au niveau de la salle Ibn Zaïdoun. Et Riyad el-Fath, on te souhaite tout le succès. Merci. Voilà, merci beaucoup, Adila. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain, Inch'Allah, à partir de 9h. D'ici là, prenez soin de vous et bonne journée à tous.